Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Jour après jour, les histoires que je vous raconte s'appuient sur la singularité des caractères, sur des situations plus ou moins particulières, mais que l'on parle de la chute d'Hemming ou des émois d'Anne d'Autriche, que l'on évoque les souvenirs d'une déportée ou les premiers articles de Madame Colette, j'adopte la convention d'un environnement qui serait stable, qui serait inchangé. Par exemple, je vous dis qu'Aliénor d'Aquitaine a traversé les Pyrénées, et je le fais comme si elle prenait sa voiture de sport ou qu'elle attrapait le train. Je raconte les veilles studieuses du cardinal de Richelieu, comme si le cher homme s'éclairait à la lumière électrique et se chauffait à l'aide d'un convecteur. Mais la réalité est tout autre, évidemment. Et chaque jour, je me dis que, sans doute, je n'insiste pas assez sur les conditions pratiques, sur les conditions concrètes qui étaient celles avec lesquelles se débattaient nos aïeux. Je n'insiste pas assez sur des difficultés parfois insurmontables qu'ils pouvaient rencontrer pour se chauffer, s'éclairer, se soigner, se déplacer et tout simplement se nourrir. Eh bien, si vous le voulez, aujourd'hui, j'aimerais commencer une histoire qui se situe, pour l'exemple, au XVIIIe siècle. J'ai donc choisi les amours de Voltaire et de Madame du Châtelet, et de m'attarder en passant, au tournant, à l'occasion, sur ceux qui pouvaient passer pour des détails dans la plupart des émissions que j'ai jusqu'ici eu l'occasion de vous présenter, mais qui, en réalité, a forgé le quotidien des gens de ce genre-là. De ce temps-là, pardon. Je vous dirais pour commencer que c'est à l'opéra que Voltaire et la marquise se sont rencontrés pour la première fois au printemps 1733. À cette époque, Madame du Châtelet n'a que 28 ans. Elle appartient à la famille de Breteuil. Elle était née à Breteuil d'ailleurs. À ce moment, elle était née au château de Breteuil en 1706. Et son père avait été introducteur des ambassadeurs de Louis XIV. Et cette charge d'introducteur des ambassadeurs, elle est dans la famille depuis le règne de Charles IX. Et là, pour bien faire, vous voyez, par exemple, je devrais m'attarder sur l'inertie des statuts et des métiers au début du règne de Louis XV. On exerce généralement une charge qui est transmise de père en fils. On ne se demande pas ce que l'on va faire dans la vie. On n'a pas la liberté de choisir une vocation ou une carrière. On épouse celle que le sort de votre naissance vous a en quelque sorte donnée. Bref. En 1725, notre jeune femme est mariée à un monsieur du Châtelet, qui est le fils, lui, d'une grande famille lorraine. Il exerce des commandements militaires, là encore, les charges militaires, généralement, on ne les choisit pas, on est poussé dans la carrière. Et elle va avoir avec lui 3 enfants. Et là, pour bien faire, il faudrait insister sur toutes les difficultés de la grossesse. On est au XVIIIe siècle. Il n'est pas question, s'il y a le moindre problème, d'appeler le SAMU, là, vous imaginez bien. Il y a les difficultés de la grossesse elle-même. Alors, généralement, il y a des sages-femmes qui viennent rencontrer les femmes grosses et qui les suivent et qui leur donnent des conseils. Il y a tous les risques liés à l'accouchement. N'oubliez pas la mortalité en couche qui était colossale à cette époque. Et puis ensuite, il y a une forte mortalité infantile, bien entendu. Bref. Notre jeune femme, très riche, a réussi à donner naissance à 3 enfants, à Gabriel, à Florent et à Victor. Elle fréquente la cour de Louis XV à Versailles et elle fréquente les salons aristocratiques parisiens. En temps normal, je m'arrêterai là. En temps normal, je vous dirais, elle est tantôt à Paris, tantôt à Versailles, ou tantôt dans les diverses propriétés d'une de ces 2 familles. Mais là encore, voyez comme il n'était pas simple à l'époque de se rendre d'un lieu à un autre. Tout simplement pour aller de Paris à Versailles, il fallait 3 heures de carrosse. Et quand je dis 3 heures de carrosse, à condition de trouver un carrosse, bien entendu. Sinon, il y avait des voitures de louage qu'il fallait prendre à heure fixe et dont on n'était pas tout à fait certain qu'elles vous amèneraient toujours facilement à bon port. Vous voyez comme tout était plus complexe et d'une certaine manière, plus difficile. Alors, je vous ai dit que Voltaire avait 11 ans de plus que Madame du Châtelet, et il a 39 ans au moment de leur rencontre. François-Marie Arouet
Dans ce sens-là, qu'un homme ait 11 ans de plus qu'une femme, ça passe absolument inaperçu. C'est même, je dirais, à l'époque, tout à fait normal. Il n'est même pas envisageable de trouver la situation opposée, bien entendu. Qui est Voltaire à l'époque ? C'est un auteur déjà célèbre pour ses pièces de théâtre, ses écrits. Ses pièces de théâtre et écrits, ça veut dire, entre parenthèses, qu'il faut les monter, les pièces de théâtre, qu'il faut les éditer, les livres, à une époque où, évidemment, on n'envoie pas les textes par Internet, bien entendu. Il fait des séjours à la Bastille, qui nous amènerait à parler de tout l'arbitraire royal et des fameuses lettres de cachet. Ça, j'ai eu l'occasion de faire déjà des émissions sur le sujet. Et il est allé, parce que il commençait à trouver le régime un peu violent à son égard et pas très accueillant, il est allé en Angleterre, où il a vécu et où il a découvert des institutions qui lui ont permis, d'une certaine manière, de renouveler complètement sa pensée politique. Mais là encore, aller en Angleterre à l'époque, se trouver sur le port, sur les quais du Havre ou d'autres ports français, de Honfleur, être capable de trouver un bateau qui va bien vouloir vous prendre à son bord, faire une traversée beaucoup plus dangereuse qu'aujourd'hui, arriver littéralement à l'aventure en Angleterre. À l'époque, il n'y a pas de bureau de tourisme pour vous accueillir et pour vous proposer des billets tout faits, et encore moins des hôtels où vous allez pouvoir vous installer. Il faut chercher les chambres d'hôtes, il faut avoir les recommandations. Enfin, vous voyez, je me permets d'insister un peu parce que c'est tellement simple, ça a l'air d'habitude tellement simple. Quand on entre dans le détail des choses, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Bref, Voltaire et Madame du Châtelet se sont retrouvés, ils sont persuadés d'être faits l'un pour l'autre. Voici ce qu'écrit le philosophe. Tout en elle est noblesse. Son attitude, ses goûts, le style de ses lettres, sa manière de parler, sa politesse, sa conversation si agréable et intéressante. Est-ce que Monsieur de Voltaire serait amoureux ? Oh, ça au moins, c'est une chose, l'amour qui ne change pas tellement de siècle en siècle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce qui est sûr, c'est que Madame du Châtelet est cultivée, est lettrée, qu'elle aime beaucoup le raisonnement. Depuis ses 12 ans, elle s'intéresse aux mathématiques. Ça veut dire qu'elle a trouvé dans la bibliothèque paternelle un certain nombre de traités. Il a fallu les lire sans aucune aide, sans aucun secours, si je puis dire. Mais tout de même, elle a été l'élève d'un grand mathématicien qui s'appelle Moreau de Maupertuis. Et puis de la mathématique, elle est passée à la physique, à la philosophie. Elle lit, elle parle couramment l'allemand, le latin, le grec, l'anglais. Il n'y a pas de méthode assimile au XVIIIe siècle. Mais en revanche, il y a le temps. Parce que je vous parle de toutes les difficultés qu'on a à se déplacer, à s'organiser, mais en même temps, dites-vous que le rythme n'est pas le même, bien entendu. Le temps ne court pas à la même vitesse parce qu'on a beaucoup moins de sollicitations. On fait beaucoup moins de choses dans une journée que nous n'en faisons nous. Donc il y a de longues plages que l'on peut occuper par des lectures. On n'est pas distrait par le téléphone et encore moins par les écrans de toutes sortes. Non, on est à ce que l'on fait, donc on peut se concentrer. Si je puis dire, on va moins vite, mais on va plus loin. Et dans le cas de Madame du Châtelet, on va loin dans la réflexion, dans la philosophie. Elle réfléchit à tout, Madame du Châtelet. Elle a un petit côté féministe avant l'heure, si j'ose employer cet anachronisme. En 1735, elle traduit une œuvre satirique de Robert de Mandeville, un Anglais, qui s'appelle La Fable des abeilles. Et dans la préface qu'elle va faire à la traduction qu'elle propose, elle revendique pour les femmes le droit à l'égalité avec les hommes, notamment dans le domaine de la pensée. Une femme donc, qui s'intéresse à la culture, ce qui ne l'empêche pas de s'intéresser aussi aux bijoux. Après tout, elle a les moyens de s'acheter de belles parures. Elle collectionne les chaussures et les robes. Vous voyez, il y a une certaine coquetterie. D'ailleurs, Voltaire l'a surnommée Madame Newton Pompon, vous voyez. Alors, est-ce qu'elle est belle, Madame du Châtelet ? Là encore, les moyens de s'arranger à l'époque sont beaucoup moins importants que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Voici ce que nous dit d'elle Jules Berthaud. Elle n'est pas une beauté, trop grande, trop maigre, brune de peau, mais elle a de beaux yeux intelligents, un front vaste, et elle pose à la femme intellectuelle. Une rivale, dit d'elle, grande et sèche, sans cul, sans hanche, la poitrine étroite, deux petits tétons arrivant de fort loin.
Ah oui, parce qu'on a aussi son franc-parler, et notamment dans la correspondance qu'on échange abondamment, car les gens s'écrivent pendant des heures par jour et reçoivent donc énormément de lettres à l'époque. Et c'est très pratique ça pour les historiens. On n'hésite pas à employer des expressions incroyablement crues. Il y a une certaine verdeur de la façon d'être et des mœurs à l'époque. D'ailleurs, Madame du Châtelet a des mœurs assez libres. À l'époque, on dit même qu'elle aurait collectionné les amants. Avant Voltaire, notamment, il y a eu le duc de Richelieu. Elle est aussi la maîtresse de son prof de maths, là, Maupertuis. Bref, ça n'empêche pas notre nouveau couple, Châtelet-Voltaire, de se voir de plus en plus et d'aller s'installer, là encore, ça n'est pas une mince affaire, au château de Cirey. Vous écoutez Radio Classique. Et quand Monsieur Voltaire découvre le château où la marquise du Châtelet lui propose de s'installer, ce château de Cirey, qu'entre parenthèses je vous invite fort à aller visiter parce que c'est une demeure qui a gardé justement tout à fait le suc de l'ancien temps, qui a gardé tout à fait l'atmosphère du XVIIIe siècle, eh bien, il voit que la demeure est parfaitement agréable, qu'elle est très élaborée, même si le château a besoin de travaux. Vous imaginez ce que c'est que de mener des travaux à l'époque, trouver les entrepreneurs, faire acheminer les matériaux, parfois de fort loin, dans des conditions très difficiles, trouver sur place une main-d'œuvre qui évidemment est beaucoup moins mobile qu'elle n'a pu le devenir depuis. Bon, il faut vraiment des moyens. Quand on a les moyens, généralement, on arrive à trouver la main-d'œuvre. Mais c'est pour vous dire que les choses ne se font pas si simplement. Monter un échafaudage au XVIIIe siècle, ça n'est pas comme aujourd'hui, bien entendu. Bon, ils en ont de l'argent, Châtelet et Voltaire. Ils vont faire de ce château une demeure confortable. Il faut vous dire qu'il y a même à Cirey un train de vie assez fastueux. Puisqu'on écrit beaucoup de lettres, comme je vous le disais, on peut lire dans celle de Madame de Graffigny, par exemple, cette mention. Elle m'a montré son bijoutier, dit-elle, en parlant de sa réserve de très belles choses. Je n'en reviens pas de surprise, car quand elle était à Cran, elle n'avait pas une tabatière d'écailles. Eh bien maintenant, elle a bien 15 ou 20 tabatières d'or et de pierres précieuses, de lacs admirables, d'or émaillé, qui est une nouvelle mode, et qui doit être d'un prix excessif. Autant de navettes de même espèce. Les navettes, c'est ce qui sert à l'époque à tisser, et qui sont des petits objets extraordinairement raffinés, même très précieux. Plus magnifiques ces navettes, dit-elle, l'une que l'autre, et des montres de jaspe avec des diamants, s'il vous plaît, des étuis, des choses immenses, des bagues de pierres rares, des breloques sans fin et de toutes espèces. Oui, à l'époque, la montre est un objet aussi beau qu'il est utile. Entre parenthèses, la montre, il faut la mettre à l'heure sur la pendule centrale de la maison. Il faut surtout pas oublier de remonter les poids de la pendule, sinon la pendule perd l'heure et vous n'avez pas beaucoup de moyens de vous remettre à l'heure. Évidemment, à l'époque, il n'y a pas de cadran atomique d'aucune sorte, évidemment. Bref. Émilie du Châtelet et Voltaire mènent une vie assez fastueuse, vous l'aurez compris, mais en même temps, on travaille. On travaille beaucoup à la métaphysique, à la philosophie, à la physique tout court, à la théologie, à l'histoire. Voltaire et Émilie du Châtelet vont constituer une bibliothèque de plus de 21 000 ouvrages. Vous imaginez ce que cela peut représenter. Entre parenthèses, ça devient une des plus belles bibliothèques de l'Europe, où l'on voit ces deux-là qui travaillent dans une complicité magnifique, nuit et jour. Alors, je dis nuit et jour, et voilà aussi une question. Lorsqu'on est à la mauvaise saison, imaginez qu'on soit au début du mois de février, vous voyez comme les jours sont courts. Ça veut dire que le jour se lève quand il le veut bien à Cirey assez tard, et qu'il se couche surtout très tôt. Et comment fait-on pour s'éclairer ? Pour s'éclairer, à l'époque, il y a plusieurs moyens. Dans la plupart des maisons, on s'éclaire surtout au foyer des cheminées. C'est presque la seule source de lueur qu'on ait. C'est la raison pour laquelle on se couche généralement très tôt. Mais on se lève également très tôt. Bref, on se couche et on se lève avec le soleil, ce qui veut dire que les journées sont beaucoup plus longues en été qu'en hiver. La journée régulière toute l'année telle que nous la vivons nous, à l'époque, ça n'existe pas, bien entendu. Et puis, on a également des chandelles. Alors ça, la chandelle, évidemment, c'est ce qui éclaire le quotidien des gens du XVIIIe siècle. Et dans les maisons élégantes, où l'on a les moyens, on a également des bougies
qui sont faites avec de la cire d'abeille. Certaines même sont blanchies. Alors là, c'est le luxe des luxes, mais ça vaut une fortune, une bougie. Ce qui veut dire que on ne les installe, par exemple, à table qu'au moment où les convives vont s'asseoir et qu'on prend bien la peine de les moucher dès qu'ils se lèvent pour essayer d'économiser le plus possible. J'ai entre les mains ce livre, donc, qui date un peu maintenant, qui est un livre vraiment passionnant de Jean-Louis Bocarno, qui s'intitule « Comment vivaient nos ancêtres » et il parle notamment de la fête de la Chandeleur, le 2 février, n'est-ce pas? La Chandeleur, dit-il, est la fête des chandelles, c'est-à-dire de la lumière qui purifie. Ce n'est pas un hasard si l'Église a placé ce jour-là la présentation de Jésus au temple et les relevailles de la Vierge Marie, 40 jours après son accouchement, que sont en effet, comme on l'a vu, les relevailles, sinon la purification de la mère, de la femme souillée, par la maternité. La Chandeleur doit donc son nom à la chandelle, dit-il. La crêpe, elle, ne viendra que plus tard. La chandelle, appelée justement chandelle de la Vierge, est bénite par le prêtre à la messe du matin. Chaque famille y apporte la sienne et la rapporte à la maison. Souvent, on essaie de la maintenir allumée sur le trajet qui prévoit un crochet devant les ruches pour rendre hommage aux abeilles qui en ont fourni la cire. Du fait de leur aiguillon, celles-ci ont longtemps été considérées par nos ancêtres comme des êtres pointilleux et susceptibles. Il ne manque pas d'humour, Bocarno. Le porteur du cierge, dit-il, béni, passe ensuite à l'étable où il fait quelquefois, comme en Auvergne, couler quelques gouttes de cire sur le joug des bœufs. Ensuite, il entre à la maison. Si le cierge est resté allumé, c'est signe de prospérité. Sinon, son extinction peut être mauvais signe pour l'année, pour le porteur ou un membre de sa maisonnée. Puis, le cierge de la Chandeleur est rangé soigneusement dans l'armoire, d'où il sera retiré éventuellement en des circonstances très précieuses et dramatiques, comme pendant un accouchement, pour veiller un mort ou par temps d'orage violent. Franck Ferrand sur Radio Classique. On peut dire de Madame du Châtelet qu'elle est, d'une certaine manière, la première femme scientifique en France. Elle travaille énormément. Là, pour le coup, elle doit en brûler des bougies et des chandelles. C'est dans cette période qu'elle est la plus productive. En 1939, elle est l'auteur d'une dissertation sur la nature et la propagation du feu. C'est le premier travail scientifique d'une femme qui soit imprimé par l'Académie des sciences à Paris. Et toute la question de la place des femmes dans la société, alors là, on pourrait développer d'ailleurs à l'infini. On dit souvent que Madame du Châtelet est la première femme scientifique de France, mais on oublie qu'elle est tout simplement l'une des premières femmes intellectuelles et reconnues comme telle. Voltaire va faire avec elle des séjours à Bruxelles, à Paris. Il s'en va tout seul séjourner en Prusse chez Frédéric II. Alors on raconte ça comme ça. Vous imaginez ce que c'est que de faire le voyage jusqu'à Potsdam, jusqu'en Prusse, à cette époque, avec tous les relais, avec ces auberges qu'il faut découvrir parce qu'on n'a aucun moyen de les réserver à l'avance, avec les rencontres qu'on peut faire en voyage et l'adaptation qu'il faut faire à des mœurs, à des façons de manger, à des façons de dormir, de coucher, etc., qui sont extrêmement différentes d'une province à l'autre. Lorsqu'ils se retrouvent, Voltaire et la marquise, la liaison, leurs retrouvailles sont très chaleureuses, même si, disons-le, on peut pas dire que ce soit un véritable grand couple, fusionnel. Il y a sans doute une grande complicité intellectuelle entre eux, pas persuadé qu'il y a une grande intimité physique. La marquise du Châtelet écrit dans ses réflexions sur le bonheur « J'ai été heureuse pendant 10 ans par l'amour de celui qui avait su gagner mon âme. » Voilà ce qu'a gagné Voltaire, c'est l'âme de la marquise du Châtelet. En 1748, ils vont se retrouver après un nouveau voyage de Voltaire et cette fois ils se retrouvent à Lunéville, à la cour du nouveau duc de Lorraine et de Bar, qui est le gendre du roi Louis XV, qui est le beau-père du roi Louis XV, qui est l'ancien roi déchu de Pologne, Stanislas Legiński. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est à la cour de Stanislas que Madame du Châtelet va tomber amoureuse du jeune poète Saint-Lambert. Elle a la tête chavirée, elle est ivre de bonheur, ne se demandant même pas si Saint-Lambert est sincère, ne songeant qu'à goûter avec lui ces prémices de l'amour qu'elle retrouve avec délice, ses regards jetés en passant, ses serrements de main dans les coins, ses baisers cueillis à la dérobée, nous raconte Jules Berthaud. Il faut qu'elle lui écrive, qu'elle lui exprime sa joie, qu'elle griffonne sa tendresse, mais il faut leur être prudent l'un et l'autre, n'éveiller
ni la méfiance de Voltaire, ni celle de la Boufflers, qui donc se trouve être la maîtresse en titre, Madame de Boufflers de Saint-Lambert. Elle va finir par tout apprendre néanmoins, et quand elle apprend ça, quand elle apprend que le jeune Saint-Lambert s'est entiché de la vieillissante du Châtelet, « Vous vous aimez », dit-elle. « Ah, comme c'est gentil !» Et elle éclate de rire, là encore. Il faudrait prendre le temps d'entrer dans le détail des mœurs un peu étranges d'une époque où les sentiments sont peut-être un peu moins pris au sérieux qu'ils ne le seront par la suite. Bref, à l'automne 1748, on va les retrouver à Commercy. C'est là que Voltaire, lui, découvre le poteau rose, mais on se demande à la limite si ça ne l'arrange pas, s'il n'est pas un peu soulagé de voir que Madame du Châtelet est entre les bras de ce jeune Saint-Lambert. D'ailleurs, il va voir Saint-Lambert et il le félicite. « Mon enfant, j'ai tout oublié. Vous êtes à l'âge heureux où l'on aime, dit-il. Un vieillard comme moi n'est plus fait pour les plaisirs. » C'est donc une sorte de ménage à trois qui sera connu à la cour du roi Stanislas et qui va ensuite faire des gorges chaudes, comme on disait à l'époque, dans toute l'Europe. Il faut vous dire quand même que Madame du Châtelet va tomber enceinte et que toute la question, ce sera de faire croire à Monsieur du Châtelet que l'enfant est de lui. Oui, ça aussi, ça faisait partie de la façon qu'avaient nos ancêtres de vivre. Vous écoutez Radio Classique.